Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo résumé WWE de la semaine. Donc résumé WWE de la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Et donc comme chaque semaine je vais reviewer tous les shows WWE. Donc cette semaine, comme la semaine dernière, il n'y aura pas par contre NXT UK puisque c'était un best-of comme d'habitude. Comme pour les vacances, NXT UK fait pas de show, c'est plus du best-of. J'avais juste une petite news à dire sur NXT UK, c'est que le match entre Walter et A-Kid pour le championnat NXT UK se déroulera le 14 janvier, le jeudi 14 janvier, donc dans l'épisode de NXT UK dans 2 semaines. Voilà, on va commencer tout doucement avec Monday Night Raw pour cette review de la semaine. Et donc pour Raw comme pour tous les autres shows à peu près, je vais surtout parler des matchs, hein, honnêtement. C'est surtout les matchs et mon appréciation sur les matchs qui sont intéressantes, je pense. Il y a eu quelques promos à Raw, du coup je vais parler de la promo d'Opponer qui est quand même la plus importante selon moi. C'est Keith Lee, Drew McIntyre d'abord qui vient faire sa promo, voilà, champion de WWE. On va avoir son adversaire, t'as Keith Lee et Sheamus qui débarquent et qui vont s'affronter directement dans un match qui va durer 13 minutes. C'est pour déterminer l'aspirant numéro 1 au championnat WWE la semaine prochaine. J'étais vraiment déçu en fait. T'as plein de moves qui sont mal exécutés. T'as notamment un crossbody de Keith Lee qui est vraiment dégueulasse. Keith Lee, il avait un très mauvais selling. La construction du match, elle a aucun sens parce que avant le match, t'as une bagarre entre Keith Lee et Sheamus. T'as Sheamus qui fout 2 Brock kicks à Keith Lee avant le match. Et pendant le match, t'as Lee qui prend immédiatement l'avantage et il domine 80% du match après s'être pris les 2 Brock kicks et il gagne sans aucune raison logique en fait. T'as Sheamus qui lui fout 2 Brock kicks et qui se lit immédiatement bat les couilles. Voilà, il arrive, il domine. Je fous de 25 parce que tout le match n'a pas de sens en fait. C'est l'in-ring et en plus l'in-ring est vraiment moyen. Keith Lee il scelle mal. Enfin, franchement, je suis absolument pas d'accord avec la construction du match en tout cas. Pour moi, c'est pas bien construit. C'est un 2-25, ce qui est décevant quand on connaît la qualité in-ring des deux hommes. Voilà, du coup, c'est Keith Lee qui va aller challenger Drew McIntyre la semaine prochaine pour le titre WWE. On passe ensuite à Grande Métallique contre The Miz. Le match a duré 3 minutes. J'ai foutu 1,5. C'est du bon catch, mais sur 3 minutes, quoi. C'est pas oufissime. Ça reste décent, mais c'est pas un truc que je peux noter bien plus haut, quoi, malheureusement en tout cas. The Miz qui va d'ailleurs récupérer un peu plus tard sa mallette. Money in the Bank, Adam Pearce va lui rendre sa mallette. Et il va danser très drôlement, avec John Morrison d'ailleurs. C'est très drôle ce segment. Le Miz et Morrison, ils me divertissent énormément. Et je suis content pour le Miz qui récupère sa mallette. Et j'ai vraiment envie que cette fois-ci, il gagne le titre WWE. Du coup, ensuite, on a eu Shayna Baszler contre Dana Brooks, un rematch d'il y a quelques semaines, et c'est Shayna Baszler qui a remporté le match en 4 minutes. J'ai mis 1,25. En fait, le truc, c'est que je trouve que c'est pas de la bonne action. En fait, Dana Brooke, elle était vraiment pas bonne pendant le match. Shayna Baszler, elle est cool, mais sans plus. C'est 4 minutes qui servent à rien, en fait. On s'en fout, quoi. C'est next, quoi. C'est... J'ai vraiment pas aimé le match, en tout cas. C'est 1,25 et j'ai été gentil, j'ai failli mettre 1. Voilà. C'est 4 minutes qui servent à rien. En tout cas, voilà. Ensuite, on a AJ Styles avec Omos qui va challenger Elias en coulisses. Pour un match, j'ai trouvé le match super. Enfin, le segment déjà, même si le match j'ai trouvé super. Le segment est super cool, j'adore comment il montrait Omos en tout cas. Riker, on sent qu'il est un peu timide vis-à-vis d'Omos, alors que Riker c'est quand même censé être le garde du corps d'Elias. Et du coup, on arrive au match, j'ai mis 3,25. C'est probablement la meilleure performance d'Elias que j'ai pu voir de lui. Mais le truc, c'est que personne peut faire un mauvais match contre AJ Styles, quoi. Le work d'AJ Styles dans le match est vraiment super. Bons échanges, bons moves. Il a donné un super match à Elias. J'ai bien aimé le work d'Omos pendant le match. Omos, il est vraiment buildé fort et tout. Sans catcher, franchement, j'adore l'intelligence du booking d'Omos en tout cas. Et le match est super bon en tout cas. C'est mon deuxième match préféré du show. J'ai vraiment bien aimé l'action qui était présentée. Même Elias, ça fait une bonne performance, des bons moves. En tout cas, c'était bien cool à voir. C'est un bon 3,25 pour moi. Et du coup, ensuite, on passe à Mustafa Ali contre Ricochet. Voilà, Ricochet continue d'affronter les membres de Rétribution. Cette fois-ci, c'est le leader, Mustafa Ali.
Ça a duré 12 minutes, ils leur ont donné du temps, voilà. Et encore une fois, un bon match. Mon match préféré du show, je mets 3,5 parce que c'est un peu moins bon que leur premier match auquel j'avais mis 3 quarts. C'est franchement un super match. C'est le seul défaut que j'ai vu dans ce match, c'est l'overbooking de rétribution avec plein d'interventions, voilà. C'est ça qui m'empêche de mettre 3,75 comme le premier match. Mais t'as de très bons spots, t'as un gros backstabber, il me semble, d'Ali sur les cordes et tout, j'ai trouvé ça vraiment super. Enfin bref, c'est que des bons spots, victoire d'Ali par soumission, et ça montre vraiment à quel point les deux mecs sont underrated, quoi. Les deux mecs sont vraiment superbes. Dans un ring, c'est propre, ça combine bien. C'est clairement deux catcheurs que j'adore voir évoluer sur un ring, Mustafa Ali et Ricochet en tout cas. Ricochet qui perd encore, mais qui est montré fort comme pendant le premier match contre Ali, quoi. 12 minutes de très bon catch en tout cas. C'est le match que je conseille à Raw, clairement. Et enfin voilà, Mustafa Ali et Ricochet, c'est deux catcheurs qui sont mal bookés chez WWE, mais qui avec du temps d'antenne, du temps dans le ring, peuvent faire d'incroyables matchs. Et du coup, ensuite, on va passer à l'avant-dernier match du show. C'était Charlotte Flair contre Nia Jax et victoire de Charlotte Flair par DQ. Le match est vraiment atroce en fait. C'est naze. C'est de loin le moins bon match du show. J'ai mis 0, hein, clairement. Pour moi, c'est 0. Nia Jax contre Charlotte Flair, c'est deux des pires catcheuses de WWE. Et elles ont montré pourquoi dans ce match. En tout cas, c'était vraiment dégueulasse. Plein de botches. En plus, t'as DQ à la fin, ça aide pas. J'aurais peut-être foutu 0,25 s'il n'y avait pas eu la DQ. Mais franchement, le catch est mauvais, le selling est mauvais. Tout est mauvais en fait. Franchement, les deux sont d'horribles catcheuses, en tout cas dans un ring. Enfin, même ailleurs que dans un ring, en charisme, en tout, elles sont horribles de toute façon, les deux. La seule différence, c'est qu'au moins. Bah non, même pas, parce que Charlotte Flair avait. Au moins, on peut dire que Charlotte Flair et Nia Jax, elles sont toutes les deux blessées Kairi Sane. Donc, quand même, un exploit de la part des deux. Mais enfin voilà, j'en rigole, mais c'est quand même atroce. Mais, enfin voilà, c'est franchement le match, c'est pas à voir. C'est 0 pour moi. C'est deux catcheuses que je déteste. Donc, voilà. Et donc, ensuite, on a eu Bobby Lashley, Cedric Alexander, MVP et Shelton Benjamin contre Jeff Hardy, Kofi Kingston, Riddle et Xavier Woods dans un 8-man tag team match. Le match est bon, j'ai bien aimé le début du match entre Riddle et Cedric Alexander. Il y a eu des bonnes choses, des bons spots au tout début du match, mais le finish est toujours le même avec tous les matchs du Hurt Business, c'est finish sans aucune préparation, random spot, Lashley qui fait sa Hurt Lock sur Hardy et... Trop long quoi, 3. Moi je mets 3 parce que putain c'est trop long. C'est bien trop long. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis hype par un affrontement entre Riddle et Bobby Lashley pour le titre US, pourquoi pas au Royal Rumble, qui se déroulera d'ailleurs le 31 janvier. Mais c'est chiant à la fin, ça dure 14 minutes, pour moi c'est beaucoup trop long. Pour moi là 14 minutes, foutre ça à 14 minutes, c'est beaucoup trop long. J'ai pas aimé le match en fait. Je mets 3 parce que le début est super. Franchement, le début est super entre Riddle et Alexander. J'étais vraiment très rapidement investi, mais compliqué à la fin, très compliqué. Et du coup, je vais parler du main event, c'est la dernière promo. En fait, c'est Alexa Bliss qui invite Randy Orton sur le ring et qui veut que Randy Orton la foute en feu. En fait, c'est comme il a fait au film d'ATLC. Elle veut que Randy Orton prenne de l'essence, prenne un briquet et la fout en feu. Du coup, elle met même plein d'essence sur le ring. Alexa Bliss, elle s'amuse, elle met de l'essence sur le ring et elle donne un briquet à Randy. Elle dit vas-y Randy, fous-moi en feu. Et Randy le fait pas. Et t'as les lumières qui s'éteignent à un moment pour faire croire à une arrivée du film, et le show se finit et c'est de la merde. Raw était vraiment naze cette semaine. Faut voir Ali contre Ricochet et Styles contre Elias, c'est deux matchs très bons selon moi, mais le reste, ça dégage quoi. Tout le reste dégage, franchement, c'est deux matchs bons, solides, avec du temps d'antenne, mais le reste est naze. Faut surtout pas voir Charlotte Flair contre Nia Jax, ça dure 11 minutes, c'est horrible. Mais le show est mauvais. Hein. Franchement, le Raw de cette semaine est mauvais. Et du coup, on va passer à WWE Main Event. Là encore, j'ai très peu de choses à dire en tout cas. Ça a commencé avec un rematch d'un ancien Main Event, Nikki Cross contre Reckoning. J'ai mis 1,75. C'est exactement la même note que j'avais mise au Main Event, je crois, de la semaine dernière. C'est toujours du catch moyen, sans être dégueulasse, mais sans être vraiment bon en fait. Tout est moyen. Les moves sont exécutés moyennement. C'est un match qui me fait dire
Ouais, je sais pas. J'aime pas Nikki Cross. Cette fois-ci, c'est Nikki Cross qui bat Reckoning, hein. La semaine dernière, c'était Reckoning qui avait battu Nikki Cross. Ok, elles sont à un partout. Pour rivalité de main event, quoi, je m'en fous, franchement, je m'en fous. Et du coup, je vais passer vite au main event de main event, qui était Angel Garza contre Akira Tozawa, deux catcheurs que j'apprécie beaucoup, surtout Akira Tozawa par son passé chez Dragon Gate. Le match, j'ai mis 3, je trouve qu'ils leur ont donné du temps. C'est cool qu'il leur ait donné du temps, ça aurait pu être mieux évidemment, avec un peu plus de storytelling. Voilà, victoire d'Angel Garza avec son Wing Clipper, c'est pas étonnant. Euh, J'adore les deux catcheurs, ils ont fait de belles choses dans le ring, mais ça reste pas incroyable. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire mieux s'ils avaient plus de temps. Déjà là, ils en ont eu, ce que je trouve quand même cool. Mais enfin voilà, sans plus en tout cas, c'est un 3 pour moi qui est quand même bien. Et ce match conclut donc un épisode de Main Event qui est comme d'habitude, pas à voir, on s'en fout un peu quoi, franchement. Et du coup, je vais passer maintenant à NXT. NXT, je vais d'abord donner les Year End Awards qui ont été attribués pendant le show, et ensuite je ne vais parler que des matchs. Parce que le show, il faut savoir que c'était le show où on attribuait les awards de NXT de 2020. Voilà. Donc on a eu en Breakout Star of the Year Shotzi Blackheart, ce que je juge quand même mérité. J'aurais peut-être vu Jake Atlas à la place, mais c'est tout quoi. Mais Shotzi Blackheart a été bien cool cette année en tout cas. En plus, elle a gagné au Wargames. Inkefabe, c'est vraiment cool. Ensuite, équipe de l'année Undisputed Era. Enfin, les mecs ont tellement une mauvaise division par équipe que les mecs vont l'être tous les ans parce qu'ils sont incroyables. Undisputed Era. En tout cas, c'est normal qu'il l'ait parce que la division par équipe de NXT est vraiment naze. Future Star of the Year, c'est Austin Theory. Ce que je peux comprendre, même si bon, je m'en fous un peu d'Austin Theory, je l'aurais surtout mis personnellement sur A-Kid ou Jake Atlas, justement, s'il n'avait pas eu la breakout. Pour moi, j'aurais mis Jake Atlas là ou A-Kid, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'NXT UK, ce que je peux comprendre. Mais le problème, c'est que Austin Theory a fait du main roster pendant cette année, et du coup, je l'aurais pas mis là. Mais du coup, ensuite, on a eu le match de l'année, ça a été Finn Balor contre Kyle O'Reilly à NXT TakeOver 31. Je comprends pourquoi ce match est là. Personnellement, si je compte Worlds Collide, j'aurais mis DIY contre Moustache Mountain parce que c'est franchement un match incroyable. DIY contre Moustache Mountain, j'avais mis 5, mais j'ai mis 4,75 à Balor O'Reilly, donc je peux vraiment comprendre pourquoi il est là. Balor O'Reilly, c'est quand même un match vraiment excellent. Surtout que DIY contre Moustache Mountain n'est pas nominé, donc c'est tout à fait compréhensible. Ensuite, on a eu la superstar masculine de l'année Adam Cole, la superstar féminine de l'année Yoshirai. Pour Yoshirai, c'est amplement mérité, elle roule sur la division par équipe de NXT, elle est incroyable. Adam Cole, je trouve pas ça mérité du tout. J'aurais plus mis Kyle O'Reilly, voire Keith Lee. Voilà, Kyle O'Reilly ou Keith Lee. Kyle O'Reilly était même pas nominé, je comprends pas. Enfin voilà, moi j'aurais mis Keith Lee en tout cas du coup. Et l'Overall Superstar of the Year, donc hommes et femmes confondus, c'est Yoshirai, ce qui est amplement mérité parce que je vois pas pourquoi Adam Cole a été meilleur que Yoshirai cette année en tout cas. Mais voilà, du coup Yoshirai mérite complètement. Et donc on va maintenant passer au match du show. On a eu en premier match Bronson Reed contre Isaiah Scott, ça a duré 6 minutes. J'ai trouvé que le match franchement ça allait. C'était bien sans plus. Ça dure que 6 minutes. Bronson Reed, j'ai beaucoup de mal, j'ai mis 2,25. Bonne action. 6 minutes où je m'en fous un peu en fait. C'est ouais, un match où je m'en fous. Je mets pas plus que 2,25 parce que pour moi ça vaut pas plus tout simplement. C'est un match assez random en tout cas dans la carte. Isaiah Scott, j'ai l'impression qu'il va être comme il va tourner heel bientôt. Pourquoi pas un push pour lui, même s'il a déjà été push plutôt dans l'année avec le titre Cruiserweight. Enfin voilà, bon match, mais pour moi ça vaut pas la moyenne. Ensuite, les Grizzled Young Veterans ont affronté Breezango. Ça a duré 9 minutes. Et c'est 9 bonnes minutes, j'ai mis 2,75. Bonne action tout simplement. Les Grizzled Young Veterans sont une super équipe. C'est Zach Gibson qui va pin, il me semble, Fandango avec le Ticket to Mayhem, le finisher des Grizzled Young Veterans. J'adore cette équipe, les Grizzled Young Veterans sont tellement bons. Gibson et Drake sont deux excellents catcheurs solo. Et du coup, franchement, ça donne un bon match entre les deux équipes. C'est, je pense, mon quatrième match préféré du show. Allez, ouais, mon quatrième match préféré du show. Et du coup, ensuite, on a Mercedes Martinez qui va squasher Valentina Feroz, une inconnue, au bataillon en 2 minutes. C'est 0,75, on s'en fout complètement.
c'est que le truc, c'est que Mercedes Martinez c'est cool, mais sur 2 minutes, on s'en fout, quoi. C'est franchement, je m'en suis complètement foutu du match, je savais que ça allait être un squash contre une inconnue, et voilà, et ça finit en 0,75 pour moi. Et du coup, ensuite, on va attaquer Pete Dunne contre Roderick Strong, c'est le match qui m'avait plu le plus de la soirée, et finalement, j'ai mis 3. J'ai trouvé le match inintéressant, en fait. Il y a du bon catch, ça va, mais par rapport à ce que je m'attends, c'est pas intéressant. Pourtant, j'adore Pete Dunne, j'aime bien Roderick Strong, ça va. Mais j'adore Pete Dunne, son millwork est super. Ses prises sont vraiment, franchement, super à Pete Dunne. Mais j'ai eu du mal avec le match. C'était de l'action cool, mais sans plus. Voilà, pour moi, c'est un 3, c'est mon 3e match préféré du show en tout cas. Ça va pas me faire kiffer en tout cas un Pete Dunne contre Roderick Strong. Malheureusement, parce que je m'attendais quand même bien à ce match. Du coup, ensuite, on a là Legado del Fantasma. Ils viennent faire une promo sur le ring. T'as Santos Escobar qui dit qu'il a une super année 2020 et qu'il va continuer à dominer en 2021. Il dit qu'il représente la Lucha Libre et tout. Et là, t'as la Lucha House Party justement qui arrive, Grande Métallique et Lince Dorado. Et t'as Lince Dorado qui provoque Escobar, Grande Métallique aussi. Et ils finissent par s'attaquer à Mendoza et Wild. Et tu finis avec un match par équipe. Raúl Mendoza et Joaquin Wild contre Grande Métallique et Lince Dorado, ça a duré 4 minutes et c'est mon match préféré du show. Alors ça a duré 4 minutes certes, mais c'était super, j'ai mis 3,5. Je m'explique, c'est malgré tout, c'est une victoire de la Lucha House Party, c'est pas forcément un squash quand même, mais ça reste franchement de la très bonne action. C'est le match que j'ai le plus aimé du show, que j'ai le plus aimé regarder, où j'étais le plus investi. C'est pour moi un très très bon match. C'est pour moi le match à voir du show en tout cas. Même si ça dure que 4 minutes, c'est vraiment de la bonne action. Et je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'était vraiment un super match en fait. Et si tu leur avais donné 10 minutes, 10-12 minutes, il y a moyen que je mette 4 quoi. Franchement, c'était un très très bon match en tout cas. Et à New Year's Evil, on l'apprendra en fin de show. Donc New Year's Evil, qui est le prochain épisode de NXT, on aura Santos Escobar qui défendra le titre Cruiserweight contre Grande Métallique. Grande Métallique qui est celui qui a gagné le match pour son équipe. Ce qui me paraît logique donc que ce soit lui qui challenge Escobar. Et on passe maintenant au main event qui a été un peu buildé bizarrement entre Gargano et Ruff. En fait, avant le match, t'as Theory qui dit que Gargano va briser la malédiction, et Gargano il dit non, arrête de dire ça, il n'y a pas de malédiction et tout. Et Gargano il commence à stresser et tout, il jette un truc, il s'énerve, il jette un truc, il brise un miroir, il dit ah non, j'ai brisé un miroir. Enfin voilà, ça joue un peu sur la malédiction avec Gargano. Puis après, quand il va au ring, il passe sous une échelle. Donc, voilà, c'est compliqué. Et même avec un peu plus tôt dans le show, on voit leur arriver dans l'arène et ils voient un chat noir. Et enfin voilà, ça joue un peu sur la malchance de Gargano. À chaque fois qu'il défend son titre, il n'a jamais réussi une défense de titre. Et donc là, t'as Gargano contre Leon Ruff pour le titre nord-américain. Et ça a duré 14 minutes, j'ai mis 3,25. C'est Johnny Gargano qui conserve le titre nord-américain et qui brise un peu la malédiction. Voilà. C'est pour moi le deuxième meilleur match du show. C'est un bon match, c'est décent. Leon Ruff, j'ai beaucoup de mal. Autant Leon Ruff au début, j'appréciais beaucoup le fait qu'il ait gagné le titre nord-américain, mais depuis le match vraiment naze qu'ils ont fait à Wargames là, j'ai beaucoup de mal avec Leon Ruff spécifiquement. J'ai pas envie de le voir aussi push. En fait, je suis content qu'il est nord-américain, voilà, feel good moment et tout, mais trop de push pour moi, pour Leon Ruff. Je sature assez vite avec ce catcheur en tout cas. Faut vraiment qu'il s'améliore dans un ring. Là, le match est bon, surtout grâce à Johnny Gargano qui va faire quelques bons spots, pas trop d'overbooking. Voilà, pour moi, c'est un bon main event, un 3,25. Mais globalement, c'est un épisode de NXT vraiment décevant. J'aurais pu mettre en tout cas des meilleures notes au match. C'est surtout le Dunne contre Strong en tout cas qui m'a déçu. Du coup, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je ne parlerai pas de NXT UK étant donné que c'était un best-of de l'année. Et du coup, maintenant, je vais parler de 205 Live. 205 Live, il y a eu 2 matchs. Il y a eu Mansour contre Jake Atlas pour commencer. Ça a duré 9 minutes. C'est une victoire de Mansour. J'ai vraiment, vraiment apprécié le match. En tout cas, j'ai mis 3,5. C'était que de la bonne action. Vraiment, 2 excellents catcheurs in-ring, Mansour et Jake Atlas. Surtout Jake Atlas. Des bons trucs, des bons moves, de l'intelligence de catch. Franchement, j'ai vraiment apprécié ce match. C'est de la fluidité. De la bonne construction. Le match est super bien construit. T'as rapidement Mansour qui monte quand même, qui
Franchement, je trouve ça bien que Mansour joue sur un peu... Mansour est complètement babyface, hein, mais Mansour, il joue sur le fait qu'il a déjà battu Cesaro, Dolph Ziggler, enfin voilà, il est sur une grosse série de victoires, hein, Mansour, même s'il catch très peu, voilà, il joue un peu sur ça contre Jake Atlas, j'ai eu l'impression. Atlas est très bon dans le match, il subit bien les offenses de Mansour, il a des bons retours, et... j'avais limite l'impression que Mansour était buildé comme le heel, quoi. Mais je veux dire, en tout cas, c'était... Même si c'est un gros match de Babyface contre Babyface, hein, après le match, il se serre la main et tout, mais la victoire de Mansour me saoule incroyablement, parce que Jake Atlas est censé être buildé pour aller challenger Santos Escobar pour le championnat Cruiserweight. Donc l'horreur, quoi. Mansour, il bat Mendoza de la Legado del Fantasma la semaine dernière, ce que je trouve pas normal de battre un mec de Legado del Fantasma, surtout en ce moment, avec... Enfin, je veux dire, c'est pas que Escobar, Legado del Fantasma, il y a besoin de builder les deux autres derrière. Et là, il bat Atlas, qui est censé être construit pour le titre Cruiserweight, voilà, quoi. Maintenant, mettez Mansour vers le titre Cruiserweight, mais surtout qu'ils ne prennent pas Escobar, quoi, putain. La haine que j'aurais aimé, le match est très bon. Le match est très très bon. À 3,5, c'est... clairement un super match en tout cas. Et du coup, on va passer au main event de 205 Live. C'était Aria Daivari et les Bollywood Boys contre Kurt Stallion et Ever Rise. C'est globalement un bon match. Aria Daivari a un bon heel work, mais malheureusement, on le voit trop peu. On voit surtout les frères Singh qui me saoulent vraiment énormément. Ils ont fait un bon match, ça allait. J'ai du mal avec eux, là, de leur entrée, leur personnage, là. Franchement, les Bollywood Boys, j'ai beaucoup de mal. J'aurais voulu voir plus d'Aria Daivari. Kurt Stallion est un excellent babyface, je le dis et je le redis, c'est un excellent catcheur. Kurt Stallion, il fait des très bonnes performances. Et son association avec Ever Rise est cool. Ça leur donne une victoire à Kurt Stallion et à Ever Rise. Stallion est clairement buildé pour aller affronter Escobar. Il a même gagné un match number one contender pour le titre Cruiserweight. Il a toujours pas eu sa chance, hein, d'ailleurs, Kurt Stallion. Et voilà, Stallion contre Escobar, c'est un match que j'attends vraiment beaucoup, en tout cas. Et là, son équipe avec Ever Rise permet aussi de donner une belle victoire à Ever Rise, qui est une équipe que j'aime plutôt bien personnellement, surtout comment ils sont en train d'être montrés en ce moment. Et du coup, on va passer au dernier show que je vais résumer. C'est comme d'habitude WWE SmackDown. Et du coup, c'est Roman Reigns qui ouvre le show, entrée de 3 minutes, franchement trop long l'entrée de Roman Reigns, l'horreur. Oh, c'est chiant l'entrée de Roman Reigns, c'est trop long, il se passe que dalle, tu loupes 5 minutes du show à ça, quoi. Surtout qu'avant, t'as un gros promo package qui résume sa rivalité avec Kevin Owens. Roman Reigns, il commence à claquer un peu sa promo, à être content d'avoir gagné Steel Cage la semaine dernière. T'as Kevin Owens qui arrive, qui dit qu'il veut battre Jey Uso, il dit qu'il est pas là pour Roman Reigns, il veut vraiment démonter Jey Uso. Il veut vraiment lui péter la gueule. Et Kevin Owens, il veut affronter Jey Uso. Et après, il repart, il dit que dans tous les cas, il sera contre Jey Uso ce soir. Et en tout cas, voilà. Du coup, ensuite, on a eu le premier match de la soirée. Biggie contre King Corbin. Et c'est une victoire de Biggie par DQ en 3 minutes. En fait, t'as Sami Zayn aux commentaires. Et Biggie claque son big ending en 3 minutes sur Corbin. Du coup, Zayn, qui veut pas que Biggie gagne, parce que Biggie lui a pris le titre la semaine dernière, il attaque Biggie à ce moment-là, DQ, Apollo Crews fait le save et t'enchaîne sur un match tag random. Biggie et Apollo Crews contre Sami Zayn et King Corbin. Victoire de Biggie et d'Apollo Crews. Apollo Crews qui fait le tomber sur Sami Zayn après une spinning sit-out powerbomb. Très beau finisher d'ailleurs de la part d'Apollo Crews, j'aime beaucoup ce finisher. Du coup, Apollo Crews qui gagne un peu de momentum et un peu plus tard en coulisses, il va challenger Biggie pour le titre intercontinental. Et ça va être annoncé plus tard dans le show que le match entre les deux hommes pour le titre intercontinental aura lieu la semaine prochaine. Du coup, ensuite, on a eu le Riot Squad, Liv Morgan et Ruby Riot contre Natalya et Tamina qui étaient accompagnés par Billie Kay. Ça a duré 2 minutes 25. J'ai mis 0,5, j'ai trouvé ça vraiment pas bien. C'est Liv Morgan qui fait le tomber sur Tamina. Ok, next, on s'en fout, quoi. C'est horrible. J'ai même pas les mots. Liv Morgan, Tamina, c'est pas fluide. Que dire de ce match, quoi, y a rien. C'est pas bien construit, c'est même pas construit du tout. T'as Billie Kay à l'extérieur du ring qui est manageuse de Natalya et Tamina. Voilà, Billie Kay, elle a fini manageuse. De toute façon, je l'aime pas et je m'en fous. J'ai 0,5. C'était pas bien du tout. Du coup, ensuite, un match qui aurait pu être bien. Bayley et Carmella. Bon, c'est dur d'avoir un bon match avec Carmella, mais quand même, Bayley et Carmella contre Sasha Banks et Bianca Belair. Le match est naze. Ça dure 10 minutes.
C'est limite 10 minutes de trop, quoi. Il n'y a que Belair et Bayley qui m'intéressent dans le ring, ces deux super workers, mais elles sauvent pas le match, sauf que le match est construit sur Carmella et Sasha Banks. C'est pas fluide. Les deux botchent beaucoup. Carmella pin Sasha Banks, donc Carmella aura une opportunité encore au titre de Sasha Banks. Comme si on n'en avait pas vu assez de Carmella et Sasha Banks. Leur match à TLC était nul. Elles font encore une mauvaise performance, les deux. Bayley, son heel-work est super, j'adore son entrée, son charisme, elle dégage beaucoup de choses. Bayley, selon moi, elle est super. Pour moi, c'est la meilleure des Force Women de tellement loin, en fait. Mais non, ouais, Bayley est super dans le match, elle a des bons échanges avec Bianca Belair, mais elle sauve pas le match parce que le match est construit autour des deux autres qui sont nuls. Du coup, je ne peux mettre que 1,5 au match parce que la majorité du match est mauvaise. Voilà. Mais Bayley et Belair ont réussi à sauver un peu la baraque. Du coup, ensuite, on a eu Kevin Owens qui a demandé à Adam Pearce, il dit « Mec, je te connais depuis 15 ans, enfin voilà, il faut que j'ai un match contre Jey Uso. » Adam Pearce, au début, il refuse, il dit « Bon, tu sais quoi, je te donne un match contre quelqu'un du roster, tout le monde, à part Jey Uso. » Et lui, du coup, Kevin Owens, il est intelligent, il dit « Roman Reigns. » Et du coup, Adam Pearce, il dit « Non, je peux pas. » Et finalement, il finit par céder, lui accorder le match contre Jey Uso. D'ailleurs, ce qui va mettre en rogne un peu Roman Reigns. Kevin Owens dit qu'il va battre Jey Uso facilement pendant le match et encore le tabasser après le match. Et du coup, on a d'abord Daniel Bryan et Otis contre Cesaro et Shinsuke Nakamura, 10 minutes. Et 10 minutes de bon catch. Le meilleur match du show. Voilà. Et en fait, on a Daniel Bryan qui gagne le match pour son équipe avec Otis en soumettant Shinsuke Nakamura. Bon, ça me déçoit un peu que Nakamura se fasse soumettre. Et bon, je suis content que ce soit pas Otis qui fasse tomber sur Nakamura. C'est ceux qui ont carré le match, Bryan et Nakamura. Clairement, t'as des bons échanges entre Otis et Cesaro, mais sans plus, quoi. 2-3 quarts meilleur match du show, c'est pour dire. Et Otis, le work d'Otis me dérange pas, contrairement à d'habitude. Quand il est avec Chad Gable en manager, depuis qu'il est avec Chad Gable, ça va Otis, j'accroche dans le ring. Quand il fait pas sa vieille comédie, bon, à part le Caterpillar qu'il fait toujours, et ce que je comprends pas d'ailleurs, vu que Gable voulait pas qu'il fasse le move, il le fait toujours, et maintenant Gable s'en fout, mais bon, voilà quoi. En tout cas, c'est un bon match. Le finish est bon. À un moment, t'as un uppercut de Cesaro qui a un impact incroyable, franchement. Mais voilà, c'est tout, quoi. C'est 2,75. C'est logique, vu le work rate que t'as dans le match, c'est logique que tu fasses le meilleur match du show. Et du coup, ensuite, on va passer au main event. Kevin Owens contre Jey Uso. 7 minutes de match, c'est naze. Je mets 2. Spam de finisher par Jey Uso. C'est vraiment pas un bon main event. L'action est sloppy. Je me suis fatigué. Franchement, j'ai failli m'endormir alors que ça dure que 7 minutes. Jey Uso, il est tellement ennuyeux, je peux pas le voir, Jey Uso, c'est horrible. Les moves, ils sont bien exécutés, mais et les strikes d'Owen sont un peu stiff, mais le reste est naze, quoi. C'est pour ça je mets 2, je suis gentil, mais pas plus, quoi. Et du coup, ça finit SmackDown. Après, t'as Owens qui attaque Uso, il le menotte, il le défonce, franchement. Ouais, Uso, il se fait démonter, t'as Roman Reigns qui arrive et à l'aide de Jey Uso, il défonce Owens avec des chaises, il le balance. Owens, il prend un gros bump, d'ailleurs impressionnant, à travers une table du haut du... Franchement, il a fait une chute de quelques mètres. C'était impressionnant la chute d'Owens, en tout cas pour passer à travers une table. Et voilà. Le match est bien. Enfin, l'après-match, pardon. L'après-match est bien, le match est naze. Hein. L'après-match est bien. Ça continue une rivalité Reigns-Owens. J'espère juste qu'Owens prend le titre. Sinon, ça sert à rien de continuer la rivalité, clairement. Ça montre clairement que t'as pas de challenger au titre. Et ça me saoule plus qu'autre chose si tu la continues pour rien. Et du coup, c'est la fin de Friday Night SmackDown. Je vais faire rapidement à mon top 3 de la semaine chez WWE. Alors en troisième, c'est un match de NXT, c'est le Lucha House Party contre les Legado del Fantasma que j'ai trouvé bien cool. Ça dure que 4 minutes, mais c'est quand même dans mon top 3 de la semaine. Cette semaine, j'ai trouvé les shows WWE vraiment nazes en fait. J'ai eu du mal avec les shows WWE cette semaine, c'était chiant. J'ai eu beaucoup de mal. Mais voilà, 4 minutes, c'est du bon catch, je mets 3,5. En deuxième, c'est Mansour contre Jake Atlas à 205 Live. J'ai trouvé ça quand même bien. Pour ce que c'était, juste le vainqueur est pas le bon selon moi. Mais sinon, le match est bien construit avec de la bonne action, des bons moves, du bon catch. Voilà, c'est 3,5. Et le premier est aussi à 3,5. C'est Mustafa Ali contre Ricochet que j'ai trouvé super cool. Et c'est clairement pour moi le meilleur match de la semaine chez WWE. Bonne action. Vu le work rate des deux mecs, Ali et Ricochet, tu leur donnes du temps, t'as ça. T'as le meilleur match de la semaine chez WWE. Et du coup, d'ici toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne prochainement et la semaine prochaine pour le résumé WWE de la semaine, je vous dis à la prochaine.